Bonjour et bienvenue dans les matins de l'ENAIC. Aujourd'hui sur ce plateau, je serai avec Georges Granville et Thierry Vaton, pianistes et fondateurs d'ADMC. L'ADMC, c'est l'Association pour le développement des musiques créoles. Et puis on parlera ensemble d'une méthode pédagogique, le piano dans la musique créole. Je serai également avec Bruno Mancel, le manager de Toanui Show, pour parler des folklore folies qui vont se dérouler en Guyane, mais pas seulement. On parlera d'un spectacle qui va être organisé en métropole. Et puis Nicolas Thomas sera également sur mon plateau. On va parler ensemble de la 10e édition de la Route du Rhum, destination Guadeloupe, et c'est organisé bien sûr par Penduic. Et pour terminer, on parlera d'une exposition canine à Tahiti. Bonjour à mes deux premiers invités. Bonjour Thierry et Georges, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de me recevoir. Alors, ADMC, c'est une association qui existe depuis combien de temps ? Nombre d'années Depuis à peu près 4 ans, on va dire. Donc, j'ai fait des petites recherches sur Internet, et alors, vous avez, cette association a été bien accueillie par les musiciens, entre autres. Oui, entre autres, parce que nous sommes musiciens professionnels, donc elle a été surtout bien accueillie par les musiciens. Voilà, surtout comme si c'était quelque chose qu'ils attendaient. Voilà, qu'ils attendaient. Ouais, on ne savait pas trop ce qu'on entendait. Et puis finalement, quand cette association arrive, on se dit, mais oui. Il se passe quelque chose, voilà, il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose. Ouais, donc ça, ça vous fait chaud au cœur quand vous avez des réactions comme ça ? Oui, ça fait vraiment plaisir. Et puis ce qui interpelle aussi les gens, c'est le fait que l'association ait différents buts. Donc là, on a commencé par l'écriture musicale, mais aussi des spectacles, des masterclass éventuellement à venir. Donc c'est assez large comme champ d'action. Alors tous les deux, vous avez commencé le piano quasiment à la même période. Vous étiez adolescents, 15 ans, 16 ans pour l'un et pour l'autre. Un peu plus tôt, mais ouais, moi j'ai commencé vers 7-8 ans. C'est assez tard, non ? Non, moi j'ai commencé relativement tôt, vers 7-8 ans. Ah, 7-8 ans, d'accord. Et alors, quand on commence au début comme ça et qu'on est enfant, est-ce que c'est un choix ou ce sont les parents qui imposent ? Au départ, c'est souvent les parents qui imposent. Moi, j'ai eu la chance d'avoir été élevé dans une famille de mélomanes où on a tous fait du piano. Mon père est saxophoniste et ma mère écoutait tout le temps la musique, elle chantait. Donc voilà, j'ai eu cette chance. Donc c'était normal ? Ouais, c'est normal. C'était pas une punition ? Non, parce que pour certains, ça peut être une les punition. cours, ouais, le solfège à l'époque, c'était une punition quand même. Le solfège, avec l'enseignement académique, c'est quand même assez rébarbatif. Et pour vous, Georges ? Et pour moi, en fait, vu que j'ai commencé un peu plus tard, vers 15-16 ans, effectivement, c'était plus mon choix. Donc, c'était nullement une punition. Et alors, est-ce que c'est facile d'apprendre le piano ? Quand on aime, c'est facile. Par rapport à... je vais dire, est-ce qu'il y a un instrument plus facile qu'un autre ? Je pense que non. En fait, chaque instrument a une difficulté et une facilité. Par exemple, le piano, la facilité, c'est que le son, il est tout fait. C'est-à-dire qu'il suffit d'appuyer, d'enfoncer une touche, le son sort. C'est pas comme le violon. Exactement. Le piano est quand même très facile d'accès. Ouais. Voilà. Quand même très facile d'accès. Après, bon, faut travailler. Faut pouvoir en sortir quelque chose, il faut travailler. Le violon, c'est ingrat, par exemple. Le violon, trompette. Il y a des instruments comme ça qui sont... Et donc, cette méthode que vous avez mise en place, c'est une méthode que vous avez mise en place pour tout le monde ? Tout le monde peut accéder à cette méthode d'apprentissage ? Ce n'est pas une méthode pour débutants. Oui. Il faut quand même avoir un certain bagage musical, avoir quelques bases pianistiques. On va dire, il faut savoir lire, il faut savoir... lire les notes, vous voulez dire ? Lire les notes, oui, la musique, bien sûr, il faut savoir lire la musique. Parce qu'il y en a qui jouent à l'oreille, hein. Oui, nous aussi, on a commencé comme ça. On répète les sons, en fait. Voilà, c'est ça. Donc, il faut avoir quand même quelques bases, vas-y. Non. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a eu l'idée, effectivement, de cette méthode. C'est parce qu'on vient d'une transmission, d'une culture avec la transmission orale, et pas tellement par l'écriture. Et justement, l'écriture permet d'avoir accès beaucoup plus facilement et de manière plus large, c'est-à-dire que pas seulement pour les gens de cette culture-là, mais également, pourquoi pas, un japonais pourrait jouer de la musique créole. Voilà. C'est beaucoup plus facile de transmettre et plus naturel de transmettre comme ça que oralement, parce que le japonais, parle un peu moyen. Ouais. Est-ce que la musique créole, c'est juste un rythme ? Par exemple, est-ce que je pourrais faire d'une musique japonaise quelque chose de créole ?
Tout est possible en musique. Oui, tout à fait. Mais la musique créole n'est pas un rythme, c'est plusieurs rythmes déjà. Voilà. C'est un style à part entière. C'est un style qui englobe plein de rythmes, plein de façons de jouer, plein de subtilités, aussi auto-rythmiques. C'est un vaste sujet, c'est un vaste milieu, vaste. Tous les deux, vous venez de la même île ? Oui. Oui. Et en Martinique, les jeunes sont beaucoup dans la musique, où il faut s'y mettre, ça se perd, comment... Non, ça va, il y a quand même une bonne dynamique. Il y a moi, je dirais que la Martinique, c'est l'île des pianistes, il y en a plein. Il y en a plein qui aiment bien, il y a des jeunes que j'ai entendus là, c'est déjà très terrible. Jeunes, ils jouent monstrueusement bien. Donc il n'y a pas à les encourager à commencer quoi que ce soit, tout va bien de ce côté-là. Non, il faut les encourager à acheter le livre et à travailler sur le livre. Voilà. Donc maintenant que vous jouez, maintenant vous pouvez apprendre encore plus de méthodes dans le piano, dans la musique créole. Donc c'est un livre de méthodes, d'exercices et de transcription. Qu'est-ce que vous appelez transcription ? Alors la transcription, c'est qu'on prend un passage, voire l'intégralité d'un morceau, joué par un pianiste, c'est-à-dire à la note près. Oui. Tout ce qu'il a joué, on l'écrit, et ça permet vraiment de comprendre des fois l'essence même d'un musicien par la transcription. Il a voulu jouer tel accord, il le joue comme ça, précisément, etc. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que chaque pianiste a sa façon de jouer un morceau. Voilà. Et donc, il aura toujours cette même manière, je dirais, de jouer. Et donc, le fait de le transcrire, on peut recommencer ce que lui a fait. Exactement. On comprend beaucoup plus facilement ce qu'il a fait. Et on peut reproduire exactement ce qu'il a fait. Par exemple, une improvisation, un solo, comme on dit dans le jargon. On peut avoir accès à toutes les notes qu'il a utilisées. Par exemple, quelle gamme il va utiliser sur tel accord, etc. Et ça permet de comprendre et aussi de s'enrichir, d'avoir des idées. On est quasiment tous passés par cette période d'apprentissage, de transcrire ce qu'a fait de copier un artiste. C'est un peu ça, on copie un peu. Et puis après, on se fait son propre style soi-même, mais ça demande, j'imagine, du travail, plusieurs années de pratique. Oui. Mais en tout cas, le schéma est exactement celui-là. Mais c'est vrai qu'on parle de ça en musique, mais c'est le cas également dans la peinture. Souvent, les jeunes qui se lancent, on commence par copier les autres d'abord pour voir quelle méthode nous convient le mieux aussi peut-être. Donc cette méthode, on le rappelle, vous la destinez à des gens qui jouent déjà le piano, qui maîtrisent plutôt bien. En fait, il faut avoir des bases. En fait, c'est pas, on peut pas découvrir la musique avec ce livre. Il faut quand même savoir lire un peu. Il faut quand même savoir lire des notes. Il faut avoir les bonnes bases. Voilà. Et après, on peut se mettre à cette méthode. Il y a des chansons qui sont écrites de niveau moyen, quoi. Voilà. Ça va de niveau, on va dire. Pas débutant, mais quelqu'un qui a, on va dire, deux bonnes années de pratique de piano peut commencer à travailler avec cette méthode. Après, c'est vrai qu'il y a aussi, par exemple, les transcriptions c'est la partie la plus difficile, puisque on va, par exemple, on a transcrit Bégonia d'Alain Jean-Marie, donc c'est comme si vous jouiez à la place d'Alain Jean-Marie exactement ce qu'il a joué. Donc c'est un peu plus compliqué. Mais la partie exercice est accessible, on va dire, après deux années de piano. Alors, vous venez de Martinique, vous êtes installé à Paris et vous parliez tout à l'heure de masterclass. Ça veut dire que les masterclass vont automatiquement se dérouler à Paris ou elles pourraient se dérouler en Martinique ou ailleurs? Pourquoi pas à Tahiti? Ah oui, oui. Donc quelqu'un à Tahiti qui est intéressé par la musique créole vous appelle, vous fait venir. Voilà, ça s'organise et on vient. Ça tombe bien, on voulait justement aller à Tahiti. C'est vrai. Personnellement, je suis jamais allé. Donc, Le message est lancé. On va envoyer un message aussi au conservatoire qui fait souvent ça, des masterclass. Oui. Donc l'ADMC, l'Association pour le développement de la musique créole, vous avez un site? Oui, www.admc.fr. Je vous propose de vous regarder en vidéo et puis si vous avez des commentaires juste après, vous nous le direz. Salut Thierry. Salut Georges. Alors dis-moi, on est là pour parler d'une méthode de piano, il me semble. Tout à fait, le piano dans la musique créole, méthode. Ok. Allez, on va. Découvrez la mazurka en page 31.
Page 19, vous retrouvez La Biguine. Voilà, il est là ce livre. Alors, le piano, c'est pas un instrument quand même traditionnel en Martinique. Non. Est-ce que vous aimez, vous avez fait des concerts, est-ce que vous aimez vous mélanger à des artistes qui jouent, eux, des instruments plus traditionnels? Bien sûr, oui. Oui. Chez nous, nous avons le tambour, le tibois, tout ce qui est chacha, tout ce qui est assez roots, tout ce qui est assez traditionnel, on va dire. Et ça fait une belle alchimie, c'est un beau mélange, oui. Et est-ce qu'on peut vous voir en concert bientôt moi, oui, ce week-end, tous les cas. Je suis au New Morning, avec des artistes. Mais ça, c'est régulier? Vous faites des concerts régulièrement, je veux dire oui, régulièrement, oui. D'accord. Donc, on va sur votre site et il y a l'actualité... Sur les pages Facebook, on alimente assez souvent sur les pages Facebook nos activités. D'accord. Nos diverses activités. Alors on rappelle, hein, le piano dans la musique créole, les exercices, les standards, les compositions, la méthode pour apprendre à jouer de la musique créole et même de la musique créole avec des artistes, parce que les transcriptions c'est que des artistes antillais ou ça peut être quelqu'un d'autre? Non, c'est que des artistes antillais qui sont transcrits dans ce livre. Oui. Hein. Donc, des méthodes sur Internet aussi ou pas du tout? Non, il faut venir, il faut l'acheter. Non, on peut commander. Vous allez sur le site www.admc.fr et il y a un bon de commande et on vous commandez. Il y a des points de vente aussi, vous allez les trouver sur le site. Il y a tout ça, sur les pages Facebook aussi. Donc tout est dit. Vous voulez rajouter quelque chose? Un grand merci et puis vive Tahiti, on arrive bientôt. Hein. Oui, ils arrivent bientôt. Nos bagages sont déjà prêts. Voilà, à tout de suite. Il ne reste plus que les billets d'avion à prendre. Merci à tous les deux. Merci. Et revenez nous voir quand vous aurez une actualité, peut-être un concert spécial Antilles. D'accord. Et que vous avez envie d'en faire la promotion. Et j'en profite aussi pour inviter tous les artistes ultramarins. Vous nous écoutez, vous êtes en région parisienne ou pas du tout, mais vous passez en région parisienne. Arrêtez-vous dans nos studios. On est à Saint-Denis et on vous accueillera avec grand plaisir. Merci à tous les deux. Merci. Merci beaucoup. Après la Martinique, on va à Tahiti et bonjour à Bruno. Bonjour Lénaïque. Bruno qui est manager du groupe Toanui Show. C'est ça. Et qui est invité en Guyane, invité d'honneur même, au Folklore Folie. Oui, en effet, les Folklore Folies, donc événement annuel qui est organisé par l'organisateur au nom de Samuel, Folklore Folies, qui s'occupe de concentrer toutes les activités culturelles qui sont autour des Antilles et de la Caraïbe en général, mais exceptionnellement, cette fois-ci, la Polynésie est à l'honneur. Donc, nous avons été sollicités pour représenter la Polynésie et nous sommes immensément satisfaits de cette honneur. Alors, comment ils ont entendu parler de vous ? Écoute, par la presse, par Facebook, les réseaux sociaux servent beaucoup, tu vois, donc, et puis aussi toutes les petites annonces que nous pouvons passer dans la presse, on communique un peu partout, donc voilà, le résultat est là, c'est que même au-delà de l'Atlantique, nous sommes appelés, et on est très contents. Et le groupe Toanui Show, en fait, c'est un groupe qui existe depuis combien de temps ? Alors, c'est un groupe qui existe depuis 2010, qui est fondé sur les bases associatives, mais qui est en pleine évolution. Et donc de la phase amateur, qui n'est pas péjorative bien sûr, on est en train de passer à la situation semi-professionnelle. Ah oui, carrément. Voilà, donc, et comment est-ce qu'on passe de statut amateur à semi-professionnel ? Qu'est-ce qui fait changer le statut ? Qu'est-ce qui fait changer le statut ? Déjà la structure. On est en train de regarder justement les diverses structures, donc passer sur une structure de production, d'événementiel. Donc ne plus être une association. Ne plus être une association, de pouvoir rémunérer correctement nos artistes et d'avoir un socle rigide et ne pas faire appel à des bénévoles. Donc de temps en temps, on est obligé de... C'est vrai que dans une association, c'est plutôt comme ça que ça fonctionne. Exactement. Donc là, vous avez envie de devenir un groupe... professionnel, donc là vous allez passer par une phase semi-professionnelle, on va dire ça comme ça. Exact. C'est un groupe qui a combien d'artistes ? Alors aujourd'hui, le socle dur représente 8 artistes
et qui, justement, pour les besoins danseurs, musiciens, voilà, tout confondu, on peut monter jusqu'à 12 à l'heure actuelle, puisque nous devons partir à 12 sur la Guyane. Et vous dansez aussi dans le groupe? Ah non, moi je danse pas, j'ai trop mal aux jambes. Ces artistes viennent de Tahiti, tous? Viennent de Tahiti. Donc vous avez fait quoi, un casting à Tahiti? Pas encore. Alors, ceux-là, on les connaît depuis longtemps. Donc c'était un casting en France. Un casting en France, ils sont résidents français. Par contre, l'objectif, justement, puisque la directrice artistique, mademoiselle Nella Dornella Ruta, doit partir en Polynésie pour quelques mois, et on va organiser là-bas, on est amené peut-être à la rejoindre, mais on va organiser là-bas un casting, justement, puisque pour les besoins de notre prochain spectacle, que nous avons donné en exclusivité déjà cet été, en province. Donc la naissance de Toa... une avant-première, la naissance de Toanui, qui est une histoire autobiographique également de la directrice artistique. Donc c'est quoi? C'est un spectacle? C'est un spectacle polynésien, c'est théâtral, c'est un mix parce que c'est joué et en même temps c'est dansé. Donc il y a de la danse traditionnelle, c'est de la musique traditionnelle, c'est de la percussion, c'est du live, il n'y a aucun CD et c'est de la pure création. Donc vous avez des auteurs-compositeurs dans le groupe? Exactement. Donc auteurs-compositeurs, que ce soit aussi pour la réalisation, les couleurs, les décors, tout ça, c'est du pur jus. Ça vient de nous essentiellement. Donc c'est-à-dire que quand vous êtes en spectacle, vous faites attention aussi aux décors qu'il y a derrière vous. C'est important. Vous faites des choses locales, mais comment on fait des choses locales? Quand on est en métropole, on s'adapte. On ne peut pas aller dans la forêt chercher des feuilles, Et si, justement, parce que ça fait partie aussi de l'éventail que l'on propose quand on fait des animations avec la troupe. Donc, c'est aussi pour ça qu'on est sollicité. On se sert des végétaux de métropole pour faire des décorations, pour faire des couronnes de fleurs, voilà. Donc par exemple des costumes aussi. Des costumes, c'est un peu plus difficile. Ouais, les feuilles sont quand même plus petites qu'en Polynésie. Voilà, donc c'est un peu plus compliqué. Mais autrement, voilà, c'est ce qu'on essaye de faire découvrir au public. Donc on les amène. Donc vous avez un côté spectacle et un côté apprentissage, voilà. Oui. Ouais, donc pour découvrir la culture dans son ensemble. Cet échange, il est fait également dans cet ensemble. Et on a au sein de la troupe aussi des danseurs qui assurent aussi des prestations de tatouage, de découverte, ou même... Donc aujourd'hui en métropole, vous êtes plusieurs groupes à représenter la Polynésie. Oui. Donc est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde? Écoute, il y a de la place pour tout le monde a priori, puisqu'on est quand même sollicité. Donc on répond à la demande, et on sait qu'il y a de la demande. Et c'est en plein essor. Donc nous on est là, c'est pour ça aussi qu'on essaye de se professionnaliser, parce que le public a besoin de compter sur des gens qui ne peuvent pas leur claquer dans les doigts à la dernière minute. Bien sûr, parce que si vous restez en associatif, les danseurs ne sont pas rémunérés, donc il faut attendre qu'ils aient des disponibilités. Exactement. Voilà. Donc vous ne pouvez pas forcément répondre à toutes les demandes. Donc on a et bien en compris. plus, tu as parfaitement raison, parce que même dans le cadre semi-professionnel, c'est pour ça que je parle de semi-professionnel, nos artistes ont un travail, et à partir du moment où on est sollicité pour un gala, ils sont obligés de prendre des congés. Eh oui. Donc voilà, c'est toute la problématique. Quand on sera en statut professionnel, ce seront des salariés comme tout le monde. Très bien. Donc on rappelle qu'il y aura bientôt un casting à Tahiti, et que si vous avez envie de rejoindre la troupe Toanui Show, eh bien ce sera l'occasion. Vous avez participé à Paris à un événement gastronomique? Exact, donc c'était en fin de semaine dernière, nous avons été sollicités, encore une fois, par l'organisation, l'association Arcade. Donc je ne peux pas te développer le logo, mais à savoir quand même que c'est une association qui fête la gastronomie. Donc on est en pleine fête de la gastronomie sur toute la semaine. Et donc cette semaine dernière, vendredi dernier, nous avons été sollicités en mairie du 20e pour animer des ateliers découvertes et l'atelier culinaire pour la Polynésie. Donc poisson cru au programme. Poisson cru au programme, découverte des ourous, découverte des fruits, des mangues, vous en avez fait venir de Polynésie ou vous avez tout trouvé ici? Alors c'est l'Arcade qui s'en est occupé. Donc nous sommes là, nous étions là pour... Oui, c'était l'Arcade qui s'en est occupé. Nous sommes débrouillés, nous, pour les aider sur la phase culinaire. Et bon, en fait, c'était découverte avec les enfants, donc c'était quand même assez sympathique. Donc c'est aussi c'est ça qui est intéressant, ça nous permet de
de faire découvrir un autre aspect de la culture. Il n'y a pas que la danse. C'est un autre sens qui est sollicité. C'est ce que je dis toujours. Hein. Il faut utiliser tous les sens. Donc c'est important. Donc on a le oui, etc. Le spectacle c'est joli, mais quand on a les saveurs, c'est encore mieux. Ah bah oui. Donc c'est ce qu'on a fait. Et franchement, donc l'après-midi c'était les découvertes pour les enfants et le soir c'était pour les adultes. Et alors quand on veut découvrir ça et puis qu'on vous entend, vous êtes votre base elle est où? Le groupe Toa-no-i Sho est où exactement? Alors, en ce moment, le groupe Toa-no-i Sho est basé sur le 91, puisque pour l'instant c'est encore le siège de l'association, mais autrement, donc on a déjà une base de repli et le siège social est établi en Polynésie à Punawea. D'accord. Et pour vous donner des cours de danse aussi, également. Vous faites des ateliers, des choses comme ça. Donc pour vous joindre, on va d'abord sur la page Facebook parce que vous en avez une. Vous avez un site web aussi? Pas encore, il est en construction. Ça ne saurait tarder. Ça ne saurait tarder. C'est bien parti. Ça sera fait. Ouais, tout à fait. Et ces cours ont lieu toute l'année ou c'est pendant les vacances uniquement ou le week-end? Comment ça fonctionne? Alors, tu fais bien d'en parler, c'est une bonne remarque. C'est essentiellement pendant les périodes non scolarisées, les périodes scolarisées, excuse-moi. Toutes les périodes de vacances ne sont pas les cours n'ont pas lieu puisque de toute façon l'organisation sur laquelle nous nous appuyons aussi, puisque c'est un centre sportif qui nous accueille et les cours sont prodigués aussi dans le 91 en ce moment, mais notre chorégraphe est à même de faire des cours particuliers également à la demande, comme il n'y a aucun problème là-dessus. Alors, tu as une demande particulière, parce que vous êtes en train, quand je dis vous, c'est le groupe, vous êtes en train de travailler sur un spectacle, vous avez besoin aussi de partenaires, donc je crois que tu as une petite annonce à faire. J'ai un petit message effectivement à faire, à savoir que un projet de cette ampleur-là, nous avons un projet de tournée en 2015, donc avec des recrutements bien sûr de danseurs et de danseuses. Les musiciens aussi seront sélectionnés. Donc nous appelons à tous les partenaires qui souhaitent rejoindre cette aventure. Dans ce projet, nous envisageons faire 10 villes en France minimum. Après nous verrons, ce sera une histoire de budget. Donc les villes... les villes principales, Paris, Nice. Nice, pourquoi? Parce que Nice c'est une cible aussi intéressante, parce que c'est jumelé avec Papeete. Donc c'est important de passer par là pendant la tournée. Voilà, exactement. Donc Toa-no-i Sho qui a sa page Facebook, et pour retrouver cette page Facebook, c'est tout simple, c'est GRPE pour groupe, Toa-no-i Sho, et vous allez retrouver toute l'actualité de ce groupe, les contacts, etc. En tout cas, on vous remercie 1000 fois. Et puis la prochaine, c'est pour l'année prochaine, c'est ça? La prochaine actualité du groupe, c'est pour le Toa-no-i, la naissance de Toa-no-i. La naissance de Toa-no-i, c'est le spectacle. Donc, vous reviendrez sur notre plateau pour inviter nos téléspectateurs. Merci Bruno. Merci Lénaïque. Allez, un petit tour en mer avec la 10e édition de la Route du Rhum. Il y a eu la conférence de presse avec une centaine de skippers. Et quand on voit ces centaines de skippers, ça met la pression C'est vrai qu'on se retrouve parmi ça fera une grande flotte au départ. Hein. Il y a plus de 90 skippers, peut-être 94 je crois. Donc c'est sûr que ça fait beaucoup de monde, mais bon après voilà, ça sera le fun, il y aura beaucoup de monde sur l'eau, beaucoup de monde au départ, ce sera juste une belle aventure, et puis à l'arrivée en Guadeloupe, il y aura du bon monde. Et puis en plus c'est arrivé dans le pays. C'est ça. Parce que tu es guadeloupéen. Tout à fait, du coup on rentre à la maison et je serai encore plus pressé que les autres de retourner à la maison. J'imagine. Et comment on se prépare à la Route du Rhum? On se prépare, plus on se prépare tôt, plus on sera performant dans la logique. Tôt, ça veut dire combien de temps à l'avance? Nous, on a pu faire que 5 mois à l'avance. Je suis là que depuis début juin à Lorient. J'ai récupéré le bateau. Mais après, il y en a d'autres qui ont leur bateau depuis 2 ans, et d'autres qui ont leur bateau depuis 4 ans. Et plus on l'a à l'avance, plus on peut s'entraîner avec. Meilleur on sera sur la course, c'est sûr. Alors, sur tous les skippers, il y a 6 ultramarins, dont toi. C'est quelque chose que tu rêvais déjà de faire? Je veux dire que c'est vrai que depuis petit, je vois la Route du Rhum qui arrive, et étant donné que j'habite aux Saintes, ils passent dans le canal des Saintes pour rentrer à Pointe-à-Pitre. Donc tu voyais déjà les bateaux passer devant chez toi presque. C'est vrai, de loin, on voyait tous les grands bateaux passer, on disait tiens, c'est les gars de la Route du Rhum qui arrivent et tout. Mais jamais j'aurais pensé être sur la Route du Rhum. Comment ça s'est fait alors? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tu vas participer à la Route du Rhum? Étant Saint-Ouen, j'aime beaucoup la mer, je suis tout le temps dessus ou en dessous.
Et il y a 2 ans, du coup, j'ai eu un appel d'un ami qui m'a proposé, qui m'a dit qu'il y avait une place dans Guadeloupe Grand Large. Il m'a expliqué c'était quoi le concept. Et j'ai dit, alors, c'était quoi le concept? Donc, le concept, justement, c'est de former des jeunes Guadeloupéens au métier de la course au large, que ce soit skipper professionnel ou préparateur, ou encore on peut faire d'autres choses, hein, parce qu'on a passé des diplômes, on a passé le capitaine de 200 voiles, ah ouais, quand même, on a passé le CQP de une vraie formation, oui, c'est pas juste quelque chose pour les vacances. Non, c'est vraiment une vraie formation sur 2 ans, autant de formation, hein, 32 heures par semaine, où on a passé des diplômes, on a appris à faire... La seule différence avec les autres écoles qui font des formations, c'est que vous êtes en mer. Donc, en même temps d'être en salle, on fait aussi des courses en mer et de la préparation en mer. Donc, c'est un ensemble. Ça a été assez compliqué à mettre en place, mais la région Guadeloupe a mis les moyens. Compliqué, c'est-à-dire du coup, de gérer la partie en salle où il faut travailler, peut-être, on avait peut-être 6 mois pour passer le capitaine 200. En même temps, s'entraîner pour faire des courses le week-end, telles que la Triskel Cup, la Rock 600 d'Antigua. Et donc, ça prend du temps tout ça et d'organiser le tout. On n'avait pas beaucoup de temps à nous. C'est vrai que la semaine, on travaillait, le week-end, on était en course. Il fallait être passionné, tu veux dire, il fallait être passionné pour continuer, quoi. Tout à fait. Donc là, ça y est, tu as le diplôme en poche. On a les diplômes. Ça te donne quoi, alors, professionnellement, sans parler de la route du Rhum? Professionnellement, je peux être... là, il faut faire 12 mois après avoir eu le capitaine 200. Il faut s'enrouler 12 mois dans la marine. Donc, dans la marine française ou c'est pas la marine nationale, hein, c'est dans la marine marchande. Peu importe, mais marchande. Faut s'enrouler 12 mois pour valider le diplôme. Et du coup, après, on peut être skipper d'un bateau de commerce, d'un bateau de transport de passagers, emmener des gens sur un voilier, faire le tour de Marie-Galante, par exemple, faire le tour des Saintes, les emmener dans la Caraïbe. Et toi, ton projet, c'est quoi alors? Ce serait d'être pilote, est-ce qu'on dit pilote, commandant, capitaine? Voilà, c'est plutôt ces termes-là. Capitaine d'un bateau qui fait les îles ou... Pour l'instant, moi, je continue en tant que skipper professionnel, donc je vais continuer dans le métier de la course au large pour le moment. Mais c'est sûr que il me reste encore plein de débouchés après. Je peux aller travailler. Là, tu fais juste que commencer, tu touches du... Ouais, c'est le début encore, c'est le début. Mais vu que je suis bien lancé dans la course au large, je ne vais pas m'arrêter là, hein, au contraire. Essayer de continuer le plus loin possible. Et promouvoir les couleurs de la Guadeloupe le plus loin possible, quoi. Alors pour celles et ceux qui n'y connaissent rien et que la route du Rhum, ils ne connaissent que le nom. La route du Rhum, c'est quoi exactement? C'est une fabuleuse course qui part de Saint-Malo, qui arrive en Guadeloupe et qui regroupe énormément de skippers. Cette année, 93 skippers au départ. Ça fait 93 bateaux et ils sont pas petits, les bateaux. Oui, parce que la particularité, c'est que vous êtes tout seul sur le bateau. C'est ça, c'est bien ça. Tout seul pendant entre 10 et 20 jours, 25 jours en mer, à traverser l'Atlantique avec des conditions... C'est quelque chose que tu avais déjà fait? Je parle pas de traverser l'Atlantique, mais de partir plusieurs jours en mer tout seul? Du coup, oui, j'ai été obligé de le faire pour valider mon inscription à la route du Rhum. Et pour faire confiance aux skippers qui vont partir, il faut qu'ils fassent 1000 milles en solitaire sur le bateau dont ils vont faire la course. Donc ça veut dire quoi? Tu as participé à d'autres concours en solitaire? Donc non, c'est en une course, on avait fait, on a fait les 1000 milles obligatoires, on va dire. Et ça s'est bien passé? Tu t'es dit, allez, la route du Rhum, je me lance? Voilà, mais c'était du coup le projet était déjà lancé, j'ai pu naviguer un petit peu sur le bateau avant, bien sûr. Et après, on est parti, je suis parti faire les 3-4 jours qu'il a fallu pour boucler les 1000 milles. Mais ça s'est bien passé dans l'ensemble. Donc ton objectif, là, pour la route du Rhum, c'est quoi? C'est une course, c'est d'être devant. Ah quand même. D'arriver le premier. C'est ça, c'est toujours l'objectif. Je ne vais pas me dire, bon, si je fais deuxième, c'est bien. Voilà, non, je vais essayer d'être premier dans tous les cas. C'est d'être premier. Voilà. Alors, le plus âgé de la course a 75 ans. C'est bien ça. Et c'est un monsieur qui s'appelle Robin Knock Johnston. Et il est connu pour quoi? Il a fait partie des premiers à être sur la route du Rhum, le premier à avoir le record, le tour du monde en solitaire, je crois. Oui, c'était en solitaire. Et sans escale, c'était dans la fin des années 60. Ouais. Tout à fait. Donc à l'époque, c'était une sacrée prouesse, parce qu'aujourd'hui encore, on a des balises, on a un météo qui est fiable à 4-5 jours, voire 10 jours. Mais à l'époque, c'était pas ça, donc il fallait vraiment être un sacré aventurier pour y aller. Est-ce que tu as eu l'occasion de parler avec lui? Genre demander des conseils? Non, il y a beaucoup de monde. Ouais. Il y avait beaucoup de monde, j'ai pas eu l'occasion. Il était beaucoup sollicité. Ouais. Il y a des stars aussi qui participent à la route du Rhum, Jean Galfione notamment. Tout à fait.
s'est lancé dans la course au large, mais pourquoi pas, hein, ça va lui changer un peu, mais bon, il connaît un peu maintenant, hein, ça fait 2 ans, je crois, qu'il a son bateau. Oui. Donc voilà, ça fait du beau monde sur la course. Hein. Alors tu disais tout à l'heure, juste avant de rentrer en plateau, que tu te prépares physiquement, bon, mentalement aussi, bien sûr, mais physiquement, alors on fait quoi? C'est beaucoup de sorties bateau, mais aussi de la musculation, des choses comme ça? Du coup, physiquement, les sorties en bateau en elles-mêmes, déjà, elles renforcent énormément, parce qu'en étant en solitaire, tout seul sur le bateau, on doit tout faire. Soit transporter les voiles, régler les voiles, border les voiles, ça demande quand même pas mal d'énergie. Et puis à côté de ça, on a une préparation physique avec un coach sportif qui nous prend 1h30 tous les jours, où on fait des pompes, des abdos. Et sur le bateau, on aura le temps de faire ça ou pas? Non, la musculation? Enfin, un peu de sport quand on part sur une course comme ça. Est-ce qu'on a le temps Oui. Sur la course, non, pas vraiment, parce qu'en fait, vaut mieux se réserver quand le bateau demande qu'il faut faut travailler, il faut sortir les voiles, mettre en voile les places, réduire la voilure. Tout ça, ça demande beaucoup d'énergie et d'effort. Donc finalement, le sport, on le fait là. Et en fait, on se prépare avant, c'est pour pouvoir justement être habitué à faire ces efforts intenses sur des courtes durées, pour être efficace sur la course et récupérer rapidement. Et pas se faire un claquage? Par exemple, oui. Une blessure bête, tout seul sur le bateau, il n'y a personne qui peut t'aider au milieu de l'Atlantique. Ouais. Faut éviter d'être blessé. Et comment la famille prend ton engagement à la Route du Rhum? Est-ce que c'est quelque chose qui les inquiète, qui les rend fiers au pays, par exemple, ils disent quoi? J'ai envie de dire, ça, c'est un peu les deux. Hein. Ça inquiète, en même temps, on est très fiers de voir son fils, en parlant de ma mère, bien sûr, de voir son fils sur la Route du Rhum. Mais c'est vrai que vu que c'est ma deuxième transatlantique cette année, ils ont déjà eu une première phase où il a traversé, c'était en double d'accord, mais bon, il a déjà traversé l'Atlantique une première fois cette année. On dit bon, c'est la deuxième, c'est une course un peu plus prestigieuse, donc voilà, on est fiers et il m'accompagne jusqu'au bout, bien sûr. À quelle difficulté tu t'attends pendant cette course? Ça sera la météo un peu qui va nous jouer des tours. Hein. Ce sera surtout ça, on ne sait pas quelles conditions on aura au départ. Vous ne savez pas comment ça va se passer. On ne peut pas prévoir à l'avance la météo. C'est quand elle nous tombe dessus, après il faut réagir. C'est ça, on peut prévoir à quelques jours, mais la course en elle-même, on ne saura pas déjà quelle météo on aura arrivé en Guadeloupe. Donc on sait sur les 4-5 jours qui arrivent une météo plutôt fiable pour le moment, mais on ne sait pas, on verra, on va découvrir au fur et à mesure qu'on avance sur l'eau. Donc, voilà. Alors il sera bien équipé le bateau, hein. Tu pourras converser avec ta famille ou avec les organisateurs régulièrement. Tout à fait, sur le bateau on a 2 téléphones satellitaires pour converser en audio, et on a également un fleet, c'est un appareil qui permet d'avoir internet sur le bateau, même en étant en plein milieu de l'Atlantique. Donc faire un Skype avec chérie ou maman ou qui on veut. C'est possible. Mais après, c'est la facture qui va être douillette. Ah oui, parce que c'est pas quelque chose de gratuit, c'est pas quelque chose d'offert. Pas du tout. C'est pas comme à terre où maintenant, avec les forfaits, ça coûte par mois et puis ça en est limité. En mer, c'est autre chose, c'est vraiment au téléchargement de ce qu'on consomme, on le paye direct et c'est beaucoup plus cher, bien sûr. Alors, tu finis la Route du Rhum premier. Tu arrives en Guadeloupe et après, le projet, c'est... Alors, la suite du projet, pour Arthur et moi, Arthur qui est mon remplaçant, si jamais il m'arrive quelque chose sur la Route du Rhum, on espère bien pouvoir continuer sur le circuit Figaro. C'est le championnat de course au large en solitaire en métropole. Donc là, revenir en métropole, on va dire en mars, avec les 2 bateaux avec lesquels on a fait l'HD2R en avril dernier. Pour être sur le championnat de France de course au large en solitaire en métropole. Ouais, donc tu te professionnalises dans la comment on dit, la course au large. Ouais, dans la course au large. Ouais, tout à fait. Et puis après, on verra peut-être capitaine d'un bateau dans les îles à Marie-Galante ou je ne sais où. Pour la retraite. Ah oui, carrément pour la retraite. Pas tout de suite. Non. Est-ce qu'il y a un message que tu as envie d'envoyer aux gens des îles? Leur passer le bonjour et leur remercier surtout de leur soutien, hein, parce que depuis le début de la formation, de la première course qu'on fait et la Route du Rhum maintenant, ils sont tous à fond avec le projet, avec moi, avec les autres Guadeloupéens, donc c'est vraiment les remercier pour tout ça. Alors justement, il y a une page Facebook Guadeloupe Grand Large G2L, c'est tout simple à retenir, et puis autrement il y a le site guadeloupegrandlarge.com. Est-ce que tu as une page fan, on va dire, sur laquelle on peut te retrouver, une page Facebook ou un tweet? C'est vrai que la principale public, page, je veux dire, quelque chose de public. La principale page, c'est celle que tu viens d'énoncer. Guadeloupe Grand Large. Hein. Où tous les résumés de ce qu'on fait semaine par semaine sont mis sur le site, et puis les photos, les vidéos, pour partager tout ça avec tout le monde.
Et sur la course, ça sera vraiment un suivi jour par jour avec notre attaché presse qui mettra à jour le site avec les images, les conversations audio et tout pour faire partager l'histoire et l'aventure. Nicolas, est-ce que je peux te demander ton âge ? 24 ans. 24 ans. Et 24 ans pour faire cette course en solitaire. Comment est-ce que physiquement, bon, on a vu tout à l'heure, tu as un coach sportif, tu fais beaucoup de sorties, etc. Mais mentalement, est-ce que tu as un secret, quelque chose de particulier pour garder le moral ? Un secret, pas vraiment, j'aime la mer. Je sais pas, de la méditation non, pas du tout. Je suis très serein d'habitude, très calme. Donc tu te prépares pas particulièrement moralement. Mentalement, on a fait quand même une petite préparation mentale quand on était en Guadeloupe durant les 2 ans de formation. C'est-à-dire, ça consiste en quoi alors ? C'est avec un préparateur mental qui avait déjà préparé une gymnaste pour les Jeux Olympiques. Oui. Et un préparateur mental, ça marche comme un coach sportif, c'est-à-dire qu'il vous aide à diriger les pensées. Par exemple, à se concentrer, à pas paniquer, à gérer son sommeil, à se recalmer. Toutes ces choses-là. Et sur le bateau, justement, le sommeil, il sera assez court. Donc, ce sera des petits bouts et ça s'apprend. C'est des petites phases. C'est vrai qu'avec le préparateur, ce qu'on va apprendre surtout, c'est de réussir à s'endormir, se reposer rapidement. Pour récupérer. Parce qu'on n'a pas beaucoup de phases de sommeil et elles sont très courtes. Si on passe une demi-heure à s'endormir, il faut déjà se réveiller pour aller surveiller le bateau. On ne se rend pas compte de ça, en fait, de toute cette préparation, parce qu'on ne s'improvise pas marin, on peut dire ça ? C'est ça, c'est quand même un sacré travail. Et puis, en plus, pour être performant, on passe des heures à naviguer, à s'entraîner et à faire tout ce qu'on a énuméré depuis le début. Oui. Bon, bisous à maman en Guadeloupe. Tout à fait. Et puis tous les copains et les copines. Et puis on le retrouve bien sûr sur sa page Facebook sur la page Facebook de Guadeloupe Grand Large G2L ou sur le site, on le rappelle, guadeloupegrandlarge.com et on vous redonnera bien sûr toutes ces adresses sur notre site, notre page Facebook à nous aussi, puis la page de l'émission. Puisque tu es là, je vais en profiter parce que les Guadeloupéens, les Martiniquais, ceux qui viennent de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, la Polynésie, la Nouvelle-Calédonie, cette émission est votre émission. Donc vous êtes invités sur ce plateau, comme Nicolas Thomas. Vous venez parler de votre passion, de votre métier, de votre art, peut-être si vous êtes un artiste musicien ou un artiste peintre. Donc venez nous rejoindre. Vous nous envoyez vos coordonnées, puis on vous enverra une invitation. Nicolas a répondu à cette invitation et je le remercie grandement. Et on te souhaite de gagner donc pour la Route du Rhum. Bon vent et puis on se retrouve au départ et sûrement à l'arrivée, j'espère. Et alors départ, juste pour terminer, le 2 novembre. Départ le 2 novembre pour la Route du Rhum et ce sera un départ de Saint-Malo bien sûr. Pour terminer cette émission, juste une petite exposition. Alors figurez-vous que j'ai reçu un message de Tahiti et quelqu'un m'a demandé est-ce que tu peux parler d'une exposition. Alors je me suis dit mais oui, mais nous on est à Paris. Mais en fait pourquoi pas, parce que vous pouvez nous regarder bien sûr sur internet, même à Tahiti, sinon c'est sur le câble. Donc cette exposition canine toute race, ça se passera dans les jardins de la mairie de Pirée le 4 octobre. Si vous voulez plus d'infos, vous allez sur le site scrpf.fr ou bien sur la page Facebook du même nom. Et il y a également le club canin de Pirée qui attend vos appels si vous avez besoin d'informations. C'est le 87 75 36 74. Et au programme de cette exposition canine, eh bien c'est bien sûr des expositions canines, donc vous verrez toutes sortes de chiens, des démonstrations et des concours de beauté. Voilà, tout est dit. Je vous fais plein de gros bisous en Polynésie ou dans tous les autres dom-toms. Merci encore une fois à Nicolas Thomas. Et bon vent effectivement pour cette 10e édition de la Route du Rhum. Nous on se retrouve la semaine prochaine.